Maintenant, on va voir des notions de vote et de combinaison bayésienne de décision. Donc, les méthodes de vote, c'est des méthodes très simples. C'est quelque chose qu'on fait déjà intuitivement. C'est d'assigner à la classe la plus fréquente. On va assigner une donnée à la classe la plus fréquente parmi les réponses qu'on a reçues des classifieurs de base. Donc, on a N classifieurs de base, on les fait voter pour la classe qu'ils ont choisie, puis la classe qui reçoit le plus de votes correspond à la décision d'ensemble. Donc, la formulation générale reviendrait à ceci, c'est de dire que finalement, la décision d'ensemble ici, qui est le H-bar, c'est égal à la somme pour tous les membres de la décision HJ, qui est la décision d'un membre, le JM membre, pondérée par un certain W ici. Donc, le W, c'est le poids qu'on accorde aux membres J. Donc, les W sont plus grands ou égaux à 0 et normalement, on fait sommer des valeurs de poids pour que ça somme à 1. Sinon, on va avoir un résultat H-bar qui va excéder 1. Donc, ça, c'est un modèle linéaire. Finalement, ça revient à une combinaison linéaire de modèles de base. Puis, le cas le plus simple qu'on fait quand même assez souvent, c'est de dire que tous les classifieurs sont égaux, donc on leur assigne un poids égaux de 1 sur L. Donc, ça, c'est une approche simple. Si on a des indices ou des raisons de pondérer ça différemment, on n'a qu'à modifier le WJ pour faire la pondération particulière. Puis les poids ici peuvent représenter quelque part la confiance dans chaque classifieur. Si on a des classifieurs, par exemple, qu'on sait qu'ils se trompent souvent, on peut réduire leur importance. Si on a des classifieurs qu'on sait qui sont très performants, on peut augmenter leur performance en modulant le W. Ça peut être une raison pour ne pas avoir des votes égaux. Donc, la méthode en vote ressemble à ceci, c'est-à-dire qu'on a donc nos L modèles, H1, H2 jusqu'à HL. Donc, chaque modèle voit la variable X en entrée, qui est donnée, par exemple, au premier, au deuxième et au troisième. Chacun des modèles voit le X. Chacun des modèles prennent une décision et cette décision-là, ici, qui sort du H, est combinée avec le poids W1, similairement pour H2, similairement pour HL. Et tout ça est sommé et ça nous donne finalement la décision finale ici en sortie qui consiste à finalement les combiner par vote. Je ramène une notion d'approche bayésienne de la décision. Donc, on peut revenir, on peut représenter la même genre d'opération par une approche, par une modélisation probabiliste. Donc, le modèle bayésien de combinaison ressemblerait à ça. Ce serait de dire, bon, on va combiner plusieurs modèles, on va les combiner en utilisant les valeurs de probabilité. On a les PMJ ici. Donc, juste pour vous dire, dans cette équation-là, dans le fond, on fait une sommation. On a W ici, comme si on dirait que le poids qu'on accorde à chacun de nos modèles, c'est PMJ. Donc, c'est la probabilité que le modèle J prenne la bonne décision. Donc, on peut avoir cette probabilité-là qui revient à une sorte de probabilité a priori. Mais ce n'est pas tout à fait ça. À vrai dire, c'est vraiment une question de dire qu'est-ce que le modèle prend une bonne décision, du moins la probabilité qu'il prenne la bonne décision. Et on a ensuite le HJ qui correspond finalement à la probabilité a posteriori. C'est-à-dire c'est la probabilité que la donnée X provienne de la classe CI, étant donné notre modèle MJ qui est sous-jacent. Donc ça ici, c'est vraiment la probabilité assignée à la classe I par le modèle J. Puis là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la somme pour tous les modèles pour avoir la décision d'ensemble. On dit ça, c'est la décision d'ensemble, le P de CI, sachant X, qui est la probabilité que la donnée X provienne de la classe CI. Et cette probabilité-là est tout simplement la somme du produit de la probabilité que le modèle J soit bon, du moins qu'on lui donne, et la probabilité a posteriori que le modèle J assigne la donnée à CI. Donc, si on regarde ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu en début de session avec les approches probabilistes paramétriques. Ce qu'on peut dire ici, c'est que le vote simple, dans ce cas-ci, reviendra à faire l'hypothèse qu'on a des probabilités a priori qui sont égales. Donc, on va dire que tous les classifieurs sont égaux, sont équivalents, ont le même niveau de performance, ou du moins on leur donne la même valeur pour chacune une même valeur pour chacun des modèles. Dans le fond, si on fait une certaine analyse, si on continue un peu dans une évaluation probabiliste statistique de nos modèles, on peut s'intéresser aux biais et à la variance de nos ensembles de classifieurs à deux classes. Si on suppose que nos modèles AJ sont IID, donc indépendants, identiquement distribués, puis on suppose que ces modèles-là, vu qu'ils sont IID, ils ont chacun la même espérance, qui serait une espérance
espérance de AJ, et une même variance. Donc, on suppose que c'est la même chose parce que les modèles sont IID. Donc, si on regarde ça, on va voir que l'espérance de l'ensemble de H bar est égale à l'espérance. Donc, là, on fait une méthode par vote, fait qu'on se rappelle que le vote, c'est tout simplement de dire que chaque modèle est égaux à une probabilité a priori, un poids de 1 sur L. Donc, on va faire l'espérance de la combinaison de chacun de nos modèles. Donc, L, c'est une constante, ça va sortir. Fait que ça, ici, on le sort ici, ça revient là. Puis là, ça revient finalement à faire L fois la somme de l'espérance de AJ. Donc, ça, le L fois espérance de AJ correspond à l'espérance de la somme des AJ. Vu qu'ils sont IID, on peut faire ça, on peut dire donc, ça revient à ceci. Donc, ça revient à dire que l'espérance de l'ensemble ici qu'on a est équivalent à l'espérance des modèles individuels. Et donc, maintenant, si on regarde la variance de notre ensemble, là, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est de dire que la variance, oui, correspond à la variance de la combinaison par vote, combinaison avec des valeurs équivalentes pour chacun des modèles ici. Ben là, selon la variance, si on développe les équations de la variance, on arrive à ça. Là. Si vous voulez savoir comment on arrive à ça, passez par la forme par intégrale de la variance, puis vous allez être capable de réisoler les choses comme ça ici. Là, ça revient à dire que finalement, c'est 1 sur L carré fois L fois la variance de HJ. Donc, on est capable d'avoir ça ici. Et donc, ça veut dire que la variance d'ensemble est égale à 1 sur L, la variance des modèles individuels. Ça, c'est un résultat qui est fort, parce que ça veut dire qu'on est capable de préserver l'espérance tout en réduisant la variance par un facteur L, 1 sur L pour être précis, on va dire, en combinant plusieurs modèles. Bien sûr, tout ça est vrai si nos hypothèses sont IID, ce qui en pratique est très difficile à avoir. On respecte rarement ça. Mais même si on ne le respecte pas, même si on a quand même une certaine indépendance, pas totale, ben, l'idée ici de faire des ensembles va quand même en bénéficier, puis on peut s'attendre à ce que la variance soit quand même réduite significativement. Et donc, la variance diminue lorsque le nombre de voteurs indépendants, elle, augmente. Donc, indépendant est très important ici. Plus qu'on a de voteurs, plus qu'on a de modèles qui peuvent voter, plus la variance va être réduite. Donc, elle est réduite selon un facteur 1 sur L. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vu que l'espérance ne change pas, donc ça veut dire que le biais ne va pas changer. Fait que si on a des modèles qui sont avec faible biais, mais forte variance, en faisant des combinaisons par ensemble, on peut penser donc avoir des ensembles à faible biais et à variance réduite par rapport à la variance d'origine. Donc ça, si on est capable de réduire la variance tout en préservant le biais, on va réduire l'erreur quadratique si on se met dans un contexte de régression. Parce qu'on se rappelle que l'erreur quadratique, c'est le biais au carré plus la variance. Si on réussit à décomposer ça comme ça. Donc, on peut aller encore plus loin. Donc là, on va dire, dans le cas général, on a une variance d'ensemble. Ce qu'on peut dire, c'est que si on développe la variance en soi, donc là, on ne suppose pas nécessairement que c'est IID, on suppose qu'il pourrait y avoir une corrélation entre les modèles. Donc là, ici, on dit notre variance d'ensemble dans le cas général où l'hypothèse d'indépendance n'est pas nécessairement respectée. Mais notre variance va être 1 sur L carré fois la sommation des variances individuelles plus 2 fois la sommation des covariances entre chacun des modèles. Donc là, on peut voir c'est quoi la covariance entre nos modèles. Fait que tout ça peut expliquer ce que c'est la variance ici. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer sur la covariance. On dit, mais cette covariance-là, elle peut être positive, donc là, ça va augmenter grandement notre variance, mais elle pourrait être aussi corrélée négativement. Fait que, de quelle façon est-ce qu'on pourrait générer un ensemble de membres anticorrélés, corrélés négativement? Ça, c'est une bonne question. Mais si on a ça, ça veut dire qu'on est capable de réduire encore plus la variance par rapport au cas qu'on vient juste de voir où il y a indépendance. Parce que lorsqu'il y a indépendance, la corrélation est nulle. Mais s'il y a une corrélation négative, ça veut dire que la variance va être encore plus basse parce que les modèles tendent à ne pas faire la même chose. Ils tendent à aller dans des directions inverses. Et donc là, en faisant ça, on peut penser de dire que si on joue avec la corrélation entre nos membres, on peut réduire l'erreur quadratique encore plus en autant qu'on ne touche pas au biais. Mais là, si on retire l'hypothèse d'indépendance, ce n'est pas clair, ça. Si on
n'implique une corrélation négative, ça se peut qu'on augmente le biais de l'ensemble. Donc, ça ne va pas avoir d'impact positif sur notre erreur à terme avec une trop grande corrélation négative qui se met à modifier le biais, à augmenter le biais. Donc, tout ça, ça veut, si j'ai pris un peu ce détour-là mathématique, c'est pour en venir à dire que dans le fond, avoir des voteurs anticorrélés, corrélés négativement, ça veut dire qu'ils ne se trompent pas ou qu'ils ne prennent pas les mêmes décisions pour les mêmes données, ont tendance à prendre des erreurs différentes. Et donc, il y a une certaine diversité dans la réponse des classifieurs. C'est ça la clé, on parle souvent de diversité dans les modèles par ensemble, parce que si on a des ensembles divers, c'est là qu'ils ne vont pas se tromper tous en même temps. C'est là qu'on va avoir une certaine robustesse et qu'on peut espérer faire beaucoup mieux que les membres individuels. Donc, dans le fond, l'objectif de base, là, le but ultime en faisant des ensembles, c'est d'avoir des modèles qui ne font pas les mêmes erreurs, qui ne se trompent pas sur les mêmes données. Puis on peut supposer qu'on a un ensemble de classifieurs. Si on est capable de dire, bien, on n'est jamais capable d'avoir mieux que 20 d'erreur. 20 d'erreur, c'est vraiment le taux d'erreur minimal qu'on peut avoir. Mais si on peut faire en sorte que ce 20%-là soit distribué différemment entre les modèles, il y a des modèles qui vont faire certaines erreurs dans certains cas, puis d'autres modèles qui vont faire d'autres erreurs pour d'autres cas. Ils font tous à peu près 20 d'erreurs, mais pas à la même place. Mais là, en les combinant comme des ensembles, on va avoir un ensemble qui va faire moins que 20 d'erreurs, qui va être encore meilleur parce qu'il y a une diversité, une forme de corrélation négative dans les décisions. Parce que dans le fond, si on regarde le cas inverse, le cas limite, sans diversité, c'est un cas où on a L copies du même modèle. Puis donc là, dans ce cas-ci, ça ne donne absolument rien de faire des ensembles parce que chacun des membres prennent les mêmes décisions, sont complètement corrélés. Donc la variance reste la même, l'espérance reste la même, il n'y a aucun gain.